Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'étais lycéen, attention c'est le moment où je raconte ma vie, quand j'étais lycéen donc, j'étais un adepte hardcore de Noir Désir. Ce groupe, c'était mon obsession. Je lisais frénétiquement tout ce que je pouvais à son sujet, je parcourais les paroles avec la ferveur d'un moine copiste à la recherche de toutes les références que je compulsais ensuite avec une rigueur dont la plupart de mes profs de maths ne m'auraient pas cru capable. Bref, j'étais le fan dans toute sa splendeur, avec le kéfier, la boucle d'oreille et les bouquins de Lautréamont dans le sac à dos. Et puis, il y a eu l'été 2003, la mort de Marie Trintignant sous les coups de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir. Résultat, fin du fanatisme, sortie brutale et au moins 10 ans derrière avant de pouvoir écouter la moindre note et encore avec réticence. Bref, être fan, c'est s'exposer au risque de voir l'objet de son admiration se placer en contradiction totale avec vos valeurs. Qu'est-ce qu'on en fait une fois confronté à ce désarroi ? C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et dans cet épisode, il ne sera pas question de Noir Désir, mais d'un autre succès des années 90-2000, Harry Potter, le jeune sorcier dont les très très nombreux fans ont passé, pour une bonne partie d'entre eux, un printemps assez pourri. La faute non pas au coronavirus, mais à J.K. Rowling, la créatrice de la saga, qui s'est une nouvelle fois illustrée négativement en tenant des propos transphobes, ce dont elle est malheureusement devenue coutumière. Or, il se trouve que les fans de Harry Potter sont plutôt à chercher du côté progressiste de la force, et doivent donc gérer de plus en plus difficilement la très encombrante autrice britannique. Ma consoeur Mathilde Loire du Monde, elle-même membre active de ce groupe de fans, ce fandom comme on dit, a consacré un papier à ce sujet délicat, et je lui ai donc demandé de m'expliquer comment la communauté gérait les choses. C'est dans son ensemble la communauté, les communautés de fans Harry Potter en fait, parce que je pense qu'on peut pas parler d'une communauté, c'est tellement large et il y a tellement de manifestations différentes du fait d'être fan d'Harry Potter que je préfère dire les communautés. Effectivement, c'est un fandom, donc un fandom c'est le mot qui désigne des communautés de fans, globalement très progressiste, très mixte en fait. C'est dans l'industrie du divertissement, c'est ce qu'on appelle four quadrants, parce que ça touche à la fois 4 piliers démographiques, donc les hommes, les femmes, et les plus de 25 ans et les moins de 25 ans. En fait, c'est une des rares franchises qui touche des gens aussi larges, donc qui est effectivement très diverse. Sur Internet, c'est très très large, et en fait, Harry Potter finalement transmet un message de tolérance, mais pas que de tolérance en fait. Tout l'objet du livre, toute la guerre entre les sorciers qui finalement traversent les 7 livres d'Harry Potter, c'est des sorciers considérés comme sang pur, qui veulent exclure des sorciers nés de Moldus ou qui veulent tuer les Moldus, en se basant notamment sur les persécutions vécues par les sorciers de la part des Moldus au Moyen-Âge. Enfin, donc il y a vraiment tout ce truc il y a ces gens qui ont transformé leur peur de quelqu'un en une haine. Et je pense que la part des jeunes qui ont lu Harry Potter ont appris en fait que ces choses-là n'étaient pas bien. Ont appris via ces métaphores avec les moldus, les némoldus, les sangs purs et tout, des choses sur le racisme, sur la manière dont on fait vivre les discriminations. Donc ça a créé forcément une communauté de jeunes et de notamment la génération Harry Potter, donc les jeunes qui avaient vraiment un peu l'âge d'Harry Potter, enfin entre 7 et 15 ans dans les années 90-2000. On le voit beaucoup aujourd'hui dans les communautés d'Harry Potter, des gens qui disent « Moi, j'ai vraiment appris des choses, il y a des valeurs qui m'ont été transmises en lisant Harry Potter ». Et en fait, plus largement, en étant fan d'Harry Potter, et donc en faisant partie du fandom, parce que c'est un fandom effectivement très ouvert, et par ailleurs, où les personnes LGBTI ont une place assez importante. Enfin, il y a beaucoup de jeunes gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres qui expliquent avoir trouvé le courage de vivre à une époque quand il était encore dans le placard. En plus, il y a toute l'histoire de Harry qui vit dans le placard, qui a été beaucoup repris, un peu comme une blague, mais en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui expliquent avoir trouvé un peu la force de vivre avec leurs différences grâce à Harry Potter, qui ont trouvé aussi la force de faire leur coming out et de se positionner face au fait de ne pas être dans la norme. Enfin, Harry, c'est le héros du monde sorcier, mais c'est un outsider la moitié du temps. Enfin, concrètement, il vit des trucs de harcèlement moral à l'école. Un livre sur 2, la moitié de son école est persuadée qu'il est fou, que c'est un menteur ou qu'il a tué quelqu'un. Enfin, voilà, il y a quand même un truc où on est vraiment, même si c'est le héros, même s'il finit par sauver le monde sorcier, on est vraiment du côté de ce petit gars qui est un peu là, qui sait pas trop ce qu'il fait là. Et donc, je pense que ça a créé pour beaucoup de fans une manière de s'identifier à l'outsider, quoi, et de récupérer ces messages de tolérance que J.K. Rowling elle-même a continué à transmettre pendant des années, quoi. Enfin, puis pareil, le personnage d'Hermione aussi, qui est un personnage féminin très fort. Enfin voilà, maintenant c'est une icône féministe. En plus, Emma Watson, qui l'interprète au cinéma, est aussi une icône féministe à sa manière. Donc oui, c'est un fandom qui est très progressiste et qui est très
qui est très ouvert en fait. Et moi, ce que je constate de mon expérience personnelle, de ce que je vis du fandom, à titre personnel, et je sais que c'est le cas de pas mal de gens autour de moi, c'est aussi dans le fandom que j'ai appris beaucoup de choses sur les questions de genre, sur les différentes sexualités. Enfin voilà. En fait, comme c'est un fandom qui brasse énormément de gens et que beaucoup de choses se font sur Internet, Harry Potter, c'est vraiment un fandom qui s'est construit en même temps que l'explosion d'Internet. Donc, il y a énormément de choses. En fait, ça a aussi été le lieu de discussion, les forums, les sites dédiés à Harry Potter. Ça a été le lieu de discussion sur Harry Potter, mais au bout d'un moment, le dernier livre est sorti en 2007, donc ça fait quelques années. Le dernier film en 2013, je crois. Mais les fandoms ont continué à vivre dedans. Et au bout d'un moment, on a un peu épuisé toutes les théories et toutes les discussions. Donc on finit par parler de nous, en fait. Et les gens finissent par raconter, ah bah voilà, moi j'ai réalisé que je pense qu'en fait je suis plutôt un homme. Ou ah tiens, en fait je pense que j'aime les filles. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc... Où on apprend aussi au contact les uns des autres, en fait, parce qu'il y a plein de personnes très différentes, avec leur vécu très différent dans le fandom. Ce que tu décris, toi, dans le long papier sur le site du Monde que tu as consacré à cette histoire de J.K. Rowling et des fans face à l'attitude de J.K. Rowling, c'est la galaxie un petit peu de ce fandom. Ça se compose comment ? Enfin, on a commencé à le dire un peu, il y a la fanfiction, mais il y a d'autres choses. À quoi elles ressemblent, ces communautés de fans d'Harry Potter ? La galaxie, donc, elle est très très large. Je pense que ça a commencé, un des premiers sites de fans est apparu en 97, donc la même année que la sortie du premier tome en anglais. Donc il y a d'abord eu tout plein de sites de fans qui pouvaient être des sites d'actualité, des sites de discussion, des sites de théorie. Très vite, il y a eu des sites de fanfiction. Donc la partie fanfiction aussi prend beaucoup de place. Donc les fanfictions, des histoires écrites par les fans à partir d'un univers connu, enfin déjà existant. Et Harry Potter, à ce jour, reste le fandom le plus populaire en fanfiction, alors même que les livres sont... Et les films se sont finis il y a un moment, ça reste sur les deux plus gros sites de fanfiction, fanfiction.net et Archive of Our Own, c'est le plus gros fandom, c'est Harry Potter, et ça continue d'être actualisé en fait, donc je pense que ça le restera potentiellement très très longtemps, voire à jamais. Je ne sais pas. Donc il y a les fanfictions, il y a les sites de fans, il y a les podcasts, souvent qui se sont dérivés de sites de fans. Donc deux des plus gros sites de fans anglophones, The Leaky Cauldron, donc du nom d'un pub dans Harry Potter, et MuggleNet, donc de Muggle, c'est les moldus. Donc ces deux des plus gros sites de fans ont très vite créé leur podcast. Ensuite il y a eu le Wizard Rock, donc c'est un courant musical dérivé du monde d'Harry Potter, c'est du rock, c'est une sous-culture du rock. Il y a les conventions, comme à peu près tout fandom, les fans se réunissent en convention. Il y a les fanarts aussi, alors ça peut parfois se recroiser avec les fanfictions, donc c'est des gens qui dessinent, font des illustrations à partir d'un univers. Ce qui est hyper intéressant dans les fanarts Harry Potter, c'est que on a eu très tôt, par exemple... des personnes qui dessinaient Hermione comme étant noire. C'est quelque chose ensuite qui a été très discuté au moment de la première de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, puisque l'actrice choisie pour incarner Hermione avait été noire, ce qui a créé une mini polémique. J.K. Rowling a même dû prendre la parole pour dire bah si, j'ai rien dit sur sa couleur de peau, en vrai Hermione peut être noire, et en fait il y avait plein de fans qui étaient là, mais nous ça fait 20 ans qu'on voit, enfin déjà peut-être sur les 20 ans, mais qu'on voit des fanarts avec Hermione noire. Il y a aussi pas mal de personnes qui imaginent Harry comme étant de descendance indienne, ou pakistanaise, sud-asiatique, parce que c'est une diaspora qui est très présente en Angleterre, et donc comme voilà, il a les cheveux noirs en bataille, les gens se disent bah pourquoi pas en fait. Donc les fanarts c'est vraiment un truc hyper intéressant. Le Quidditch, donc voilà, le sport des sorciers qui se joue sur des balais volants. Alors dans le Quidditch moldu, comme on dit, ne se joue pas sur des balais volants. On n'a pas encore envie d'inventer ça. Je crois que c'est un milieu qui est assez inclusif, de ce que je sais, où il y a vraiment un peu comme le roller derby, qui a repris un peu des principes du roller derby, où il y a vraiment cette idée de dire, je crois que c'est mixte déjà, et carrément cette idée de dire on est un sport inclusif et pas juste sur la masculinité et la virilité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, bien sûr, mais en tout cas sur le principe c'est comme ça. Puis après il y a tout le reste en fait, il y a tous les fans sur Facebook, sur Twitter, Instagram, sur Tumblr, sur les sites à l'époque, il y a des forums qui ont disparu, d'autres qui existent toujours, d'autres qui sont quasiment morts, d'autres qui sont toujours très vivants, certains qui reprennent quand les Animaux Fantastiques, donc là, les films dérivés d'Harry Potter sortent au cinéma. Harry Potter, c'est au moment où les livres sortaient, on parlait de Pottermania. La Pottermania, elle a peut-être un peu diminué parce qu'on fait plus des queues devant des librairies pour aller acheter des livres, mais
Mais voilà, l'amour pour Harry Potter, il est là et les gens, ils ont toujours envie de faire vivre leur univers, que ce soit juste en discutant autour d'un café. Enfin, je pense que même les gens qui sont pas dans les fandoms Harry Potter se sont déjà retrouvés 15 fois à avoir des conversations avec leurs potes autour d'un dîner ou d'un verre où on est là, ah, moi, ma maison de Poudlard, c'est ça. Enfin, voilà, ça aussi, ça fait partie de faire vivre le fandom, en fait. Enfin, Ce qui frappe avec cette histoire et cet exemple de J.K. Rowling, c'est que ça vient prouver ou attester la théorie ou l'idée selon laquelle le créateur ou la créatrice d'une œuvre n'est pas la grande prêtresse du fandom auquel tout le monde se réfère et devant laquelle tout le monde serait en admiration et en génuflexion. Au contraire même, quand elle dit n'importe quoi ou quand elle sort complètement des rails, les fans la mettent de côté parce que de toute façon l'univers continue à vivre sans elle. ça fait 20 ans que l'univers Harry Potter vit sans J.K. Rowling, comme l'écrivait la Gazette du Sorcier, donc qui est un des premiers sites francophones de fans qui a réagi après les propos de J.K. Rowling. En fait, ça fait 20 ans que les fans créent et qu'ils ont sans doute créé en 20 ans bien plus que J.K. Rowling ne créera jamais autour d'Harry Potter. Et qu'on a des histoires, on a des fan-films. Ah oui, j'ai oublié les fan-films. On a des fan-films, on a des illustrations, on a des podcasts, on a du sport, on a des... Voilà, pour continuer à faire vivre l'univers, on peut relire le livre sans faire attention à qui l'a écrit. Et dans le cas de J.K. Rowling, ce qui est très particulier, c'est que même si là, cette polémique, parce qu'elle a enflé, parce que c'était clair aussi, parce qu'après, elle a redétaillé ses propos dans un très long post de blog où voilà, c'était très clair. Enfin, mais en fait, ça fait des années que le fandom est traversé par ces polémiques et par des questions de quelle place on donne à J.K. Rowling aussi. En fait, ça a commencé finalement après la sortie du tome 7. Donc, au moment de la sortie du tome 7, il y a une lecture à New York, parce qu'à ce moment-là, J.K. Rowling faisait beaucoup de lectures publiques, après laquelle il y a des questions du public. Et au cours d'une de ces questions-réponses, elle annonce que Dumbledore, donc le personnage d'Albus Dumbledore, le directeur de l'école de sorciers, est gay. Et je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle le dit ou qu'elle le confirme plus tard, mais que son ami d'enfance devenu grand ennemi, le mage noir Gellert Grindelwald, était potentiellement plus qu'un ami. Et donc ça date de 2007. Donc tout le monde est un peu là, waouh, mais génial, Dumbledore est gay. Il y avait déjà une grosse partie du fandom qui était très queer ou très concerné par les questions LGBT. Donc vraiment, ça a été très bien reçu. Et en même temps, dès le début, il y a aussi eu des gens qui ont dit, mais en fait, si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est pas dans le livre, sachant que le tome 7, le dernier tome, parle quand même pendant 2 ou 3 chapitres de la jeunesse d'Albus Dumbledore, enfin voilà, qu'on en apprend beaucoup sur lui. Donc il y avait un peu ce truc de, ok, mais pourquoi c'est pas là ? Mais à la limite, on peut se dire, ok, c'était 2007, c'est une série de livres qui est sortie pour la première fois en 97, le monde de l'édition jeunesse n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé après Harry Potter. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, ce qui a continué au fil des années, c'est que J.K. Rowling a continué à donner des éléments sur son œuvre. Et alors, il y avait des éléments qui étaient un peu random sur comment marche Poudlard, voilà, aucun souci. Il y avait des gens qui se posaient des questions sur les enfants de Harry, Ron et Hermione. Donc, elle a sorti son arbre généalogique. Voilà. Il y avait aussi des éléments sur qui était à l'école, parce qu'il y a plein d'incohérences. Donc, de temps en temps, elle répondait à ces incohérences. Et puis, il y a aussi des éléments où les fans ont commencé à se dire quand même, pourquoi elle dit tout ça donc par exemple, je crois qu'à un moment, alors je sais plus si c'était après les livres ou si c'était pendant la sortie des livres, où elle avait expliqué que donc dans le livre, il y a le personnage de Rémus Lupin qui est un ami du père de Harry et qui est à un moment un prof à Poudlard, qui est un loup-garou. Et elle avait expliqué que la lycanthropie, donc la condition des loups-garous, était plus ou moins une espèce de métaphore du VIH. Donc bon, déjà, les gens sont un peu là, ah oui, ok, bon, enfin... en même temps, oui, ça fait sens, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle fait tout ça a posteriori. Elle rajoute des éléments sur une œuvre qui est déjà là, qui est déjà existante, que les fans ont déjà commencé à se réapproprier, et elle rajoute des choses. Donc ça a été pendant des années ces éléments qu'elle rajoutait sur l'œuvre. Et ensuite, il y a eu le moment où elle a sorti une nouvelle pièce de théâtre, des nouveaux films. Et donc, par exemple, la pièce de théâtre donc, qui suit le fils de Harry, Albus, et son meilleur ami, Scorpius, qui est le fils de Malfoy, l'ennemi de Harry, c'est une pièce qui a eu un accueil très mitigé parmi les fans, parce que, notamment pour les auteurs de fanfiction, les auteurs et lecteurs de fanfiction, il y avait énormément d'éléments qu'en fait, on voyait depuis 2006 dans les fanfictions. Donc, c'est ça aussi qui gêne les fans, c'est que souvent, les choses qu'elle rajoute après contredisent ce qu'elle avait établi, ou
rajoute des choses dont on comprend pas bien pourquoi elle fait ça, quoi. Et ce que me disait une des personnes que j'ai interviewées pour cet article pour Pixel, c'est que en fait, beaucoup avec ces éléments a posteriori, les gens ont eu l'impression que J.K. Rowling essayait de rajouter de la représentation là où il y en avait pas forcément. Et au bout d'un moment, on peut accepter qu'une série pour enfants écrite dans les années 90, qu'en plus elle a quand même publié sous le nom de J.K. Rowling parce qu'elle avait peur que si elle écrivait sous un nom de femme, ce soit pas lu par les garçons. Enfin, c'est quand même... Voilà, c'était les années 90, c'est aussi une autre époque. On peut accepter que, bah oui, tous les personnages sont blancs, que les personnages racisés sont pas très présents, voire un peu clichés, qu'on a oublié l'homosexualité et que... Ok, c'est pas grave en fait. Justement, les fans ont fait vivre le truc et ont développé cette représentation d'autres manières. C'est le principe du fandom, c'est que c'est un lieu qui donne l'espace aux voix marginalisées et qui leur permet de s'exprimer. Et donc ce qui gêne, c'est que J.K. Rowling essaie de faire ça a posteriori, mais que dans les contenus réels qu'elle diffuse ces dernières années, elle ne change rien. Donc ça fait des années qu'une partie du fandom a déjà dit, en fait, J.K. Rowling, on n'a pas besoin d'elle, quoi. Et notamment quand L'Enfant Maudit est sorti, qui était un peu présenté comme un espèce de tome 8, qui serait la suite officielle, les gens étaient là, mais en fait, cette suite, elle nous plaît pas. Enfin, nous, ça fait des années qu'on écrit la suite, qu'on l'imagine, qu'on en parle. On n'a pas besoin de ça, quoi. On peut continuer à vivre sans ça. Et d'ailleurs, je pense que ça a commencé dès la sortie du tome 7, parce que l'épilogue, à la fin du tome 7, a déplu à une grosse partie des fans, où il y avait un peu ce truc... moi, je l'avais bien aimé à l'époque, hein, mais j'avais 14 ans. Voilà, il y avait ce truc où ils se marient tous avec leurs amis d'enfance, ils ont des enfants à qui ils donnent... Enfin, Harry donne à ses enfants des noms de ses parents et de ses anciens professeurs, dont un qui l'a quand même un peu harcelé, même si finalement c'était un gentil. Enfin, bon... Enfin, voilà, il y avait un peu des trucs où les gens étaient un peu là, bon, cet épilogue, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Et pareil, elle n'a cessé de rajouter des choses où maintenant Hermione est devenue ministre de la magie, Harry directeur du bureau des aurores, mais à des âges tellement jeunes que t'es là genre ok, c'est les sauveurs du monde sorcier, mais est-ce que vraiment c'est crédible? Est-ce que voilà? Et alors qu'à côté de ça, ça fait des années que les fans discutent de ce qui a pu se passer, l'imaginent, parfois l'écrivent dans les fanfictions, parfois juste en parlent entre eux. Donc il y a vraiment, ça fait longtemps en fait qu'il y a cette idée de on n'est pas obligé de tout prendre dans l'œuvre, quoi. Et dans la fanfiction en particulier, c'est le principe même de la fanfiction, c'est que tu es obligé, si tu écris de la fanfiction, de te détacher de la posture de l'auteur. Que ça fait vraiment longtemps que les fans n'ont plus vraiment besoin de J.K. Rowling pour continuer à faire vivre son univers, quoi. Après Defend the Police, on va peut-être voir émerger un nouveau mot d'ordre, Defend J.K. Rowling. On suivra son apparition éventuelle et son adhésion possible du côté des fans avec attention. Merci à Mathilde Loire pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de continuer de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous éternuer les uns sur les autres. Et à demain pour un nouvel épisode.